Faut-il pendre tous les visionnaires? Question que j'ai trouvée très, très intéressante quand Bruno et Thibaut nous l'ont proposée, même si j'ai été un peu surprise de la brutalité de la formulation, parce que je les prenais jusque-là pour des gens plutôt pacifiques. Donc je me suis demandé si c'était pas le simple fait d'évoquer les visionnaires qui d'emblée nous emmenait comme ça dans une espèce de démesure, d'excès, et j'en ai déduit que peut-être qu'il fallait, faute de les pendre, en tout cas s'en méfier, sachant que à ce stade je me suis dit que fort heureusement les visionnaires n'étaient pas si nombreux, en tout cas moi j'en connaissais pas beaucoup, et que c'était au moins une bonne nouvelle. Alors, faut-il pendre tous les visionnaires? Donc, pour aborder le sujet, moi, j'ai essayé de creuser du côté de la littérature, de chercher des visionnaires du côté de la littérature, comme je le fais toujours. Et la première réponse qui m'est venue, c'est que oui, il fallait pendre les visionnaires pour la bonne raison que ce sont généralement des ordures sans cœur. Et on en a un archétype avec Mouret, le fondateur du Bonheur des Dames chez Zola, qui est vraiment l'exemple même du visionnaire, puisqu'il invente de toutes pièces un secteur d'activité qui est le grand magasin, et que il a en plus une des caractéristiques fortes du visionnaire, qui est une espèce d'intuition géniale, qui l'amène à comprendre à la fois la psychologie de ses clientes et puis tout autant l'art de créer un étalage avec une espèce de magie. Donc il réinvente complètement un secteur. Donc c'est un visionnaire vraiment au sens le plus noble du terme, et en même temps, je le disais, c'est une ordure absolue avec son personnel, puisque il licencie à tour de bras des vendeurs dont le seul défaut est d'être surnuméraire lorsque l'été arrive. Il licencie ses femmes enceintes, ses vendeuses enceintes, parce que c'est pas décoratif une femme enceinte, et il sous-paye les vendeuses à tel point qu'elles sont obligées de se prostituer pour boucler leur fin de mois. Donc c'est quand même un patron qui est assez dénué d'égards vis-à-vis de son personnel. Et ce qui est important, c'est qu'il y a bien un lien entre les deux facettes. C'est bien parce qu'il est visionnaire qu'il ne s'encombre pas de ce genre de préoccupations. Ce qui ne veut pas dire malheureusement que toutes les ordures sans cœur soient des visionnaires, mais lui en tout cas, s'il est une ordure sans cœur, c'est parce qu'il a sa mission à accomplir, et que compte tenu de l'importance de sa mission, il a certainement mieux à faire que de s'encombrer avec des détails comme le bien-être ou la survie de son personnel. Et ça, c'est d'ailleurs un thème qui est assez présent chez Zola, cette espèce de prix à payer pour le progrès, l'innovation, etc. Il le dit, par exemple, avec le lyrisme qu'on rencontre toujours chez Zola. Il dit, dans Au Bonheur des Dames, « C'était la part du sang. Toute révolution voulait des martyrs. On ne marchait en avant que sur des morts. » Voilà, donc je dirais que c'est un petit peu comme si on disait que les pharaons n'auraient pas fait les pyramides s'ils s'étaient préoccupés des conditions de travail de leur personnel. Donc ma foi, quand on est visionnaire, on avance, et tant pis pour les gens qui nous entourent, ce qui pourrait éventuellement être une première raison de pendre ces illuminés complètement indifférents au sort des autres. Alors il y a une deuxième raison qui pourrait nous emmener à pendre les visionnaires, les pendre tous, je rappelle que c'était comme ça que la question a été posée, avec beaucoup de modération, c'est que les visionnaires ont tendance à être très intelligents et parfois un peu trop sûrs de leur intelligence, ce qui d'une part peut les rendre assez agaçants, mais plus grave peut-être, peut aussi les amener à se tromper. Et pour illustrer ce risque que présentent les visionnaires d'être grisés de leur propre intelligence, je vais vous lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La nuit sera calme » de Romain Gary, qui est un livre d'entretien qu'il a publié quelques années avant sa mort, entretien avec François Bondy, qui était un de ses amis et un grand intellectuel. Alors on a su après qu'en fait il l'avait écrit tout seul. Vous connaissez le goût de Romain Gary pour la mystification, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc il a écrit non seulement les réponses, mais aussi les questions. Donc en fait c'est un livre d'entretien avec lui-même.
dans lequel il dresse une espèce de rétrospective de son propre parcours, notamment en tant que diplomate, puisque Romain Gary a été diplomate pendant de nombreuses années, notamment en tant que consul de France à Los Angeles, mais pas seulement. Et donc dans ce livre où il y a vraiment des moments de grâce extraordinaires, il parle des diplomates et de l'intelligence des diplomates et du danger qu'il y a à être trop intelligent. Alors je vous lis l'extrait. Les diplomates réussissent parfois à se tromper par un excès de finesse. Je me suis trouvé un jour en présence d'un grand ambassadeur de France à un poste très important qui m'expliquait que la rupture entre la Chine et la Russie soviétique était une manœuvre particulièrement astucieuse et diabolique que les Chinois et les Russes avaient montée ensemble pour tromper l'Amérique. C'était un homme trop intelligent. Il n'y a rien de plus décevant pour un grand esprit que d'être obligé de s'arrêter à 2 + 2 font 4. C'est pourquoi notre ambassadeur à Moscou a été le seul ambassadeur là-bas à avoir annoncé froidement, 3 semaines à l'avance, que l'URSS allait occuper la Tchécoslovaquie. Il s'était arrêté à 2 + 2 font 4, ce qui demande beaucoup de caractère. Alors je ne sais pas si ça vous parle, moi ça me parle beaucoup, ce courage qu'il faut parfois à s'arrêter à 2 + 2 font 4, notamment je pensais à des contextes comme la gestion de crise ou ce type de situation-là, où il y a parfois des gens très intelligents, trop intelligents, qui pensent toujours avoir un moyen plus stratégique, plus subtil, plus fin de lutter, par exemple, contre une situation difficile. Et ce que nous dit Romain Gary ici, c'est que parfois, il faut savoir abandonner ses visions pour s'arrêter à la réalité, même quand elle est assez triviale. Donc on voit finalement que le visionnaire grisé de sa propre intelligence, il en vient parfois à rejoindre le petit malin, celui qui sait tout mieux que tout le monde, qui a comme ça toujours des explications, des moyens détournés, une espèce d'arrogance et de supériorité par rapport au reste du monde. Et le visionnaire, parce qu'il est généralement très très convaincu de sa propre intelligence, il peut facilement tomber dans ce travers-là, parce qu'il est certain d'avoir raison. Et là, je citerai juste une phrase célèbre de Camus qui dit « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison ». Et les visionnaires, ils ont parfois cette tendance. Donc ma conclusion intermédiaire, ce serait en effet qu'il faut pendre les visionnaires. Et il y aurait une raison supplémentaire pour les pendre, qui est que généralement les visionnaires naviguent dans des sphères où il y a une très grande impunité. Parce que les visionnaires voient très loin et très haut, et ils voient tellement loin et tellement haut qu'il n'y a pas réellement de sanction s'ils se trompent. Et là, je vous invite à lire un livre absolument passionnant d'un philosophe qui s'appelle Matthew Crawford et qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. Donc c'est un philosophe qui a longtemps travaillé pour un think tank américain et qui faisait donc des grandes projections sur l'avenir de la planète et de la démocratie et de tout un tas de choses, et qui en a eu assez vite marre et qui a ouvert un atelier de réparation de motos. Et dans ce livre extraordinaire, c'est un grand plaidoyer pour le travail manuel, dont il dit d'abord qu'il est complètement faux de l'opposer au travail intellectuel, parce que pour réparer une moto, il faut beaucoup d'intelligence, il faut échafauder des hypothèses, réfléchir à des scénarios. Donc il souligne d'abord que c'est absurde d'opposer travail manuel et travail intellectuel. Il dit qu'une des grandes supériorités du travail manuel par rapport au travail intellectuel, c'est justement qu'il y a une sanction, c'est-à-dire que si vos hypothèses sont mauvaises, le moteur ne démarrera pas, alors que les visionnaires, dans des think tanks par exemple, ils peuvent se tromper très longtemps et sur tous les sujets, et vraisemblablement il ne leur arrivera pas grand-chose. Donc les visionnaires ont aussi ce problème de l'impunité qui peut nous amener à avoir envie de les sanctionner à leur place. Alors, ceci étant, il y a quand même peut-être certains visionnaires qu'il faudrait sauver, et les premiers sont sans doute les visionnaires qui sont bien entourés. Et ça, à mon avis, c'est une espèce assez rare. Et pour en parler, je voudrais revenir quelques minutes sur le fameux patron du bonheur des dames dont je vous parlais.
qui va quand même, à la fin du roman de Zola, s'humaniser un peu, et ce, sous l'influence bénéfique de la charmante Denise, la vendeuse, qui vient d'un milieu très modeste, et dont il va tomber amoureux peu à peu. D'abord parce qu'elle a le courage de lui résister dans un contexte où règne le droit de cuissage le plus absolu. Donc elle résiste au patron quand il décide qu'il va en faire sa maîtresse, et donc il va finalement tomber amoureux de Denise. Et Denise, elle va influencer Mouret par charité, par empathie, parce qu'elle connaît le sort des vendeurs pour l'avoir vécu elle-même, et donc elle va l'amener à améliorer nettement le sort de ses employés. Elle le fait par empathie, elle le fait aussi par intelligence, et je dirais qu'on pourrait presque faire un lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui parfois la symétrie des attentions. Vous savez, cette idée que les employés d'une entreprise seront d'autant plus attentifs au bien-être de leurs clients que leur employeur est attentif à leur propre bien-être. Donc, Denise, on pourrait dire aussi qu'elle préfigure ce raisonnement-là, puisque même si elle le fait avant tout par charité, cette attention plus grande au bien-être du personnel va évidemment créer une espèce de culture d'entreprise qui va être tout à fait bénéfique pour le grand magasin, parce que tout à coup, les vendeurs se mettent à apprendre à parler anglais, etc. Donc c'est très bon pour le standing de l'entreprise et pour la culture d'entreprise. Donc ça crée une cohésion plus forte. Et donc Denise, elle va créer une espèce de contre-pouvoir qui évite à Mouret de tomber dans ses travers. Donc elle est tout autant visionnaire que Mouret d'une certaine façon, mais évidemment c'est une femme de son époque, donc c'est une visionnaire qui a le bon goût de rester dans l'ombre, sachant que si elle sauve Mouret, ce n'est pas parce que c'est une femme, mais c'est bien parce qu'elle présente une espèce de cocktail de caractéristiques. Elle est très intelligente, elle est très bienveillante, elle est même portée par l'amour finalement qu'elle porte pour Mouret, elle est désintéressée et elle est franche. Et je pense que la somme de ces caractéristiques-là, on la trouve assez rarement dans l'entourage des visionnaires, qui souvent sont plutôt entourés de courtisans extrêmement serviles, etc., qui sont rarement à même de proposer finalement des contre-pouvoirs. Donc on a là peut-être une première catégorie de visionnaires à sauver. Alors on a une deuxième catégorie de visionnaires qui me semblerait intéressant de sauver, et ce sont les visionnaires femmes, tout simplement, en toute simplicité. Pourquoi pas un peu de discrimination positive, mais je vais quand même préciser que quand je dis les visionnaires femmes, il n'y en a pas, merci de cette remarque. Non, mais on parle plutôt des visionnaires femmes au sens de Romain Gary. Vous allez voir, ça va s'éclairer quand je vais vous lire l'extrait. Donc ce sont des visionnaires sensibles. Et peu importe finalement que ce soit des femmes ou des hommes. Je vais vous lire un autre extrait de La nuit sera calme, qui pour moi est quand même un plaidoyer féministe assez extraordinaire. Je ne suis tout de même pas assez idiot pour dire il faut mettre les femmes à la place des hommes et on aura un monde nouveau. C'est idiot. Ne serait-ce que parce que la plupart des femmes agissantes, actives, ont déjà été réduites à l'état d'hommes par les besoins mêmes et les conditions de la lutte. Le machisme en jupon n'est pas plus intéressant que l'autre. Je dis simplement qu'il faut donner une chance à la féminité, ce qui n'a jamais été tenté depuis que l'homme règne sur Terre. Si les choix politiques sont aujourd'hui si difficiles, c'est que pour l'essentiel, toutes les forces en présence se réclament justement de la force, de la lutte, des victoires, du point, de la masculinité en veux-tu, en voilà. Jette un coup d'œil sur les photos de l'Assemblée nationale, des têtes de machos sur pied. Tu prends Mesmer ou Mitterrand, de vraies têtes romaines, du buste, du gladiateur, du pareil au même, du laurier derrière les oreilles, du millénaire. Pas une voix féminine dans le concert des voix sur l'Europe. Pas trace de maternité dans tout ça. Tant qu'on ne verra pas à la tribune de l'Assemblée nationale une femme enceinte, chaque fois que vous parlerez de la France, vous mentirez. Il y a dans le monde politique une absence effrayante de mains féminines.
Finalement, les idées, c'est dans les mains que ça prend corps et forme. Les idées prennent la forme, la douceur ou la brutalité des mains qui leur donnent corps, et il est temps qu'elles soient recueillies par des mains féminines. Donc voilà pour le texte de Romain Gary, qui est quand même, pour moi, c'est quand même un des auteurs qui a écrit les plus belles choses sur les femmes. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'un plaidoyer pour les valeurs féminines plus que pour les femmes. Alors, valeurs féminines, l'expression peut en faire bondir certains ou certaines. Disons les valeurs qu'on prête habituellement aux femmes, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Et en l'occurrence, la valeur dont il parle, c'est avant tout la valeur de sensibilité et d'empathie. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'œuvre de Romain Gary, les femmes ne sont pas caractérisées par leur soumission. Les héroïnes de fiction de Romain Gary ne sont pas exactement des plats de nouilles. Donc quand il parle de valeurs féminines, rassurez-vous, ce n'est pas de soumission qu'il parle, mais bien de sensibilité. Donc finalement, on en arrive à cette conclusion qu'il ne faut pas tous les pendre, qu'il faut soit leur trouver des femmes, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, cette expression de femme entre guillemets, mais en tout cas des contre-pouvoirs qui leur apportent la sensibilité dont ils manquent souvent singulièrement, ou alors il faut des visionnaires qui soient eux-mêmes habités par cette sensibilité qui leur évitera de tomber dans ce travers qui leur est naturel, qui est cette espèce d'arrogance, de soif de pouvoir et de brutalité qui caractérise souvent les visionnaires. Dernier point, rapidement, j'ai encore le temps, oui, je crois. Les derniers visionnaires qu'on pourrait peut-être sauver, et ceux-là aussi sont rares, ce sont les visionnaires à temps partiel. Et pour vous parler d'un visionnaire à temps partiel, je vais dire un mot d'un roman dont j'ai déjà parlé et qui est notre point commun à Bruno et à moi, puisqu'on l'a lu tous les deux, et qu'il s'appelle Les Hommes de bonne volonté de Jules Romain, et qui fait 27 volumes. Donc il y a quand même le club des lecteurs des Hommes de bonne volonté est assez réduit, mais faites-le pendant l'été, par exemple, quand vous aurez un peu de temps, vous ne regretterez pas. C'est réédité chez Bouquin en 4 volumes, en fait, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, grande fresque extraordinaire de la société française du début du XXe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec un personnage extraordinaire d'autodidacte entrepreneur qui crée un empire financier de toutes pièces, un vrai empire international, qui s'appelle Haverkamp, et qui est un personnage extraordinaire, puisqu'il est à la fois génial, mais aussi très attachant et justement très humain. Donc c'est un visionnaire comme on aimerait en rencontrer, et je vais vous lire un extrait qui illustre très bien ça. D'abord, il y a chez Haverkamp un grand visionnaire. Depuis l'adolescence, il a été traversé presque quotidiennement par des rêves de puissance et d'action dont l'audace confinait au délire. Mais ce grand visionnaire s'est montré plein de patience avec la vie. Encore maintenant, à l'aube d'une entreprise dont il croit bien cette fois qu'elle fera sa fortune, il sait ne s'abandonner à l'esprit de vision que lorsqu'il le peut sans danger. Par exemple, le soir, quand il a terminé son travail et qu'il va s'asseoir à la terrasse d'une brasserie, ou dans son lit avant de s'endormir, ou même au cours d'une promenade, dans l'excitation de la marche, entre 2 haltes consacrées à l'examen serré d'une affaire. Alors, il voit soudain des rues, des croisements, des monticules pelés, tout un quartier en formation qui ondule. Et lui, Haverkamp, est mêlé à ce nouveau quartier et présent à tout ça. Il se pousse dans les rues neuves, il travaille le sol, il est la substance qui fait fermenter les quartiers. Il voit l'affaire Haverkamp s'infiltrer et s'étendre dans tout Paris. Ses visions sont le verre d'alcool, la dose régulière d'opium qu'il se permet. Mais dans l'intervalle, s'il est probable qu'il en ressente encore l'effet tonique, c'est sans les laisser intervenir le moins du monde dans les opérations pratiques de son esprit. Le verre d'alcool avalé, il retrouve tout son bon sens. Les visions ne débordent jamais sur les calculs.
Avercamp est un grand visionnaire, un personnage qui a cette espèce de dualité qui lui permet en effet de se projeter très loin et d'être habité par des rêves, une projection à long terme et un vrai projet très audacieux, et puis en même temps ce pragmatisme qui lui permet de composer avec la réalité telle qu'elle est, parce qu'il est conscient que cette ambition immense est à double tranchant. Et d'ailleurs, ce pragmatisme l'amène aussi à être très attentif à son entourage et à fuir les courtisans pour s'entourer de personnes justement qui ont avec lui la liberté de parole qui lui permet là encore d'échapper à tout risque de dérapage. Donc en conclusion, je dirais qu'en effet, il ne faut pas tous les pendre, mais que probablement il faut être très attentif à leur entourage, à leur ego aussi, et puis à leur sensibilité. Avec cette formule de Romain Gary que je reprends, les idées prennent la forme, la douceur ou la brutalité des mains qui leur donnent corps. Moi, je trouve que c'est quand même une phrase assez magnifique. Sachant aussi, pour finir sur une note un peu triste, qu'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas toujours les pendre, c'est que certains se pendent très bien tout seuls. Et là, je pense à Romain Gary, par exemple, qui était un visionnaire. C'est assez saisissant quand on lit ses textes de fiction ou de non-fiction, et qui a mis fin à ses jours. Merci à tous de votre attention.